au changement climatique. Et la deuxième intervenante, donc ça sera Madame Liéron, du conseil départemental pour présenter le SAGE Nest et Rivières de Gascogne. Donc, comment ça va se passer? C'est Madame Goulard qui va commencer avec sa présentation d'environ 30 minutes. Donc, pendant ce temps-là, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Il y aura ensuite ce temps d'échange où donc vous aurez le temps de poser vos questions, donc à peu près 20 minutes. Et ensuite, on enchaînera avec la présentation de Madame Liéron d'environ 15 minutes, suivi aussi d'un temps d'échange et la clôture en fin de la visioconférence. Donc, j'espère que ça vous convient, que c'est bon au niveau technique pour tout le monde. Et du coup, Madame Goulard, je vous laisse la main pour votre présentation. Et je remercie bien évidemment Madame Goulard et Madame Liéron pour leur présence aujourd'hui et pour leur présentation. Merci, bonjour à tous et merci beaucoup de l'invitation. Alors, je vais donc tester le partage d'écran qui devrait marcher. Et là, est-ce que vous voyez en plein écran ma présentation? Super. C'est tout bon. C'est tout bon. Donc, je vais en effet vous parler à l'échelle du Grand Sud-Ouest des impacts du changement climatique, ou on va dire des changements climatiques sur l'eau, et brosser avec vous des pistes d'adaptation par rapport à ces impacts. Alors, par contre, je n'ai pas la main pour changer les diapos. Si, voilà. Je voulais commencer par quelques mots concernant l'Agence de l'eau, parce que je ne sais pas si tout le monde nous connaît. Donc, c'est un établissement public qui dépend du ministère en charge de l'environnement, mais aussi du ministère des Finances. C'est un pôle d'incitation et de concertation pour tout le sud-ouest de la France en termes hydrographiques, avec 4 missions particulières: inciter à la réduction des pollutions, préserver les milieux aquatiques, gérer durablement la ressource, et puis mieux connaître l'état de ce qu'on appelle les masses d'eau. ME, ce sont les masses d'eau. Voilà, avec donc un territoire assez grand qui va de la Charente jusqu'aux Pyrénées, de grandes villes, Toulouse et Bordeaux, mais pour le reste, un territoire particulièrement rural par rapport aux autres territoires français. Alors, l'Agence de l'eau, c'est un établissement public, mais par rapport à l'ADEME que vous connaissez peut-être sur l'énergie et les déchets, c'est un établissement autonome et mutualiste. Autonome parce qu'on prélève des redevances qui polluent, paient, qui prélèvent, paient. Et avec ce budget, en fonction de règles établies par un conseil d'administration et un comité de bassin, nous aidons à travers des subventions. Et à l'origine des agences de l'eau, dans les années 60, c'était essentiellement pour des questions d'assainissement de collectivités. Pour mener à bien notre mission, nous avons un cadre politique établi par le comité de bassin, qui est notre Parlement de l'eau, établi pour 6 ans. C'est le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. C'est un outil politique de mise en œuvre de ce qu'on appelle la DCE, la Directive cadre européenne sur l'eau, avec différentes orientations et dispositions. Je vais pas détailler aujourd'hui, mais pour vous dire que c'est un document de planification administrative important, puisqu'il est opposable par rapport à d'autres décisions administratives. Et pour les élus qui sont aujourd'hui parmi nous, notamment les documents d'urbanisme, mais aussi à l'échelle régionale, le SRADET ou le schéma régional des carrières, les SAGE, dont il sera question notamment juste après mon intervention, le SAGE Rivière de Gascogne, et donc toutes les autorisations par rapport aux installations qui pourraient avoir un impact sur l'environnement et notamment sur la ressource en eau. Donc voilà, un document stratégique important sur lequel pour lequel vous pouvez contribuer tous, que ça soit en termes d'assemblée ou d'organisme, mais aussi tout simplement en tant que public, citoyen du territoire Adour-Garonne. Vous pouvez, on a mis en place une consultation jusqu'au 1er septembre, et donc je vous ai mis là l'adresse du site internet de l'agence,
où vous pouvez consulter le projet de SDAGE, notre schéma directeur, et puis élaborer des avis, un avis par rapport à ça. Est-ce qu'il n'est pas assez? Est-ce qu'il est trop? Est-ce qu'il est équilibré autour des axes qui ont été définis par les membres du comité de bassin? Voilà, donc je vous invite à saisir l'opportunité de donner votre avis sur la gestion de l'eau dans le Sud-Ouest. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt la problématique du changement climatique qui nous intéresse et justement, l'une des particularités de ce projet de SDAGE pour les années 2022-2027, c'est qu'il intègre la problématique du changement climatique puisque entre 2016 et 2018, un groupe du comité de bassin a établi un plan d'adaptation au changement climatique. Tout simplement, pour quelles raisons? Pour ce que Claire vous a dit en introduction, parce que le territoire du Sud-Ouest est particulièrement vulnérable au changement climatique. Et je vais vous en donner quelques illustrations là, un peu complémentaires de ce qu'a pu vous présenter Jean-Michel Soubirous, j'imagine, mais avec des illustrations plus centrées évidemment sur l'eau. D'abord, pour vous dire que le changement climatique, c'est déjà une réalité dans le Sud-Ouest, puisqu'on a mené une étude statistique depuis les années 60. Donc là, je vous présente des informations concernant l'évolution de la température de l'air pour le Sud-Ouest. Et tous nos bassins, Garonne, Adour, Charente, Dordogne, Lot, Tarn-Aveyron, ont connu depuis les années 60 une élévation de la température de l'air de façon significative, plus de 1 degré. Et les projections issues de modèles climatiques nous annoncent quelque chose entre plus 1,5 et plus 2,8 degrés à l'horizon 2050. En particulier, si vous voyez ces cartes, l'été particulièrement rouge et l'automne très orange. Et les dernières informations issues du rapport DRIAS de Météo France nous indiquent qu'on serait plutôt autour de 2,8 que de 1,5. Donc vraiment une élévation importante de la température qui a évidemment des conséquences très nettes sur l'hydrologie. Je voudrais revenir juste sur l'hiver et l'été en termes de température parce que ça a des conséquences directes sur la problématique de l'eau. Vous avez là des cartes qui représentent ce qui pourrait se passer en 2050 au regard de la référence 70-90. Et ce qu'on voit en hiver, c'est une façade atlantique beaucoup plus verte et surtout plus de points rouges ou roses sur les massifs montagneux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les températures en hiver seront plus douces sur la façade littorale. Ça veut dire plus d'attractivité du territoire, donc avec un phénomène qu'on appelle la littoralisation de la population. Donc vous, dans le Gers, vous n'êtes pas concernés, mais pour nous, en tant que gestionnaire dans le Sud-Ouest, c'est très important parce qu'il va falloir servir en eau potable toute cette population qui va arriver sur le littoral. Et dans les Pyrénées, le Massif central, moins de points roses, ça veut dire moins de températures négatives, beaucoup moins d'enneigement, on va y revenir. Les rivières vont passer d'un régime dit nival, avec de la fonte au mois de mai-juin, à un régime pluvial directement des précipitations qui augmentent les débits en hiver. La même carte pour les températures moyennes quotidiennes en été, comparer la situation de 2050 par rapport à la situation de référence qui était 70-90. Et là, on voit une grande langue qui part de la Méditerranée par la vallée de la Garonne. C'est ce qu'on appelle la méditerranéisation du climat, avec pour les températures, une augmentation des températures estivales importantes sur tout cet axe, ce grand axe Garonne, on va dire, qui peuvent aller jusqu'à plus 3 ou plus 4 degrés par rapport à aujourd'hui, ce qu'on connaît l'été, avec donc plus de jours de canicule et je vais revenir aussi plus de jours de sécheresse. Donc vraiment, si vous devez retenir une chose en termes de climat, c'est littoralisation de la population du fait des températures douces en hiver et méditerranéisation du climat pour l'été qui ont des conséquences en termes de canicule et de sécheresse. Alors évidemment, cette évolution du climat a des conséquences hydrologiques majeures et je vous mets là aussi l'adresse de notre site internet où on a pas mal d'informations
concernant l'impact que pourrait avoir ce changement climatique sur la ressource en eau. Donc, si on part du principe qu'on augmente la température de l'air de plus de degrés et qu'on a une modification du régime des précipitations, alors on peut de suite indiquer qu'on aura une baisse de l'enneigement de type entre moins 30 et moins 60%, et surtout une augmentation de ce qu'on appelle l'évapotranspiration, je vais y revenir, de plus 10 à plus 30%, ce qui va modifier ou réduire de fait l'écoulement, l'eau disponible pour l'écoulement, avec un changement aussi dans la répartition entre ruissellement et infiltration, et donc changer l'état hydrique des sols. Je parlais de sécheresse tout à l'heure. On attend, les projections nous indiquent des réductions de débit compris entre moins 20 et moins 40% sur l'année, avec des périodes d'étiage, l'étiage étant les périodes de faible débit, de basses eaux l'été, plus précoces dans la saison, plus sévères en été et plus longs vers l'automne. Et puis aussi des baisses de la recharge des nappes, et ça, on va y revenir de suite. Donc, vous voyez, des conséquences quand même majeures par rapport au cycle de l'eau. Je vous ai présenté là une carte du sud de la France en termes de baisse de niveau des nappes, alors avec de grandes incertitudes du fait du régime des précipitations, mais on s'attend entre moins 10 et moins 55% de recharge des nappes du fait du changement climatique. Un peu moins vrai sur le nord de l'Aquitaine et le piémont du Massif central. Et je vous ai remis un diagramme sur le stock de neige qu'on prévoit en climat futur. Donc, vous voyez une baisse drastique, même s'il y a un faisceau d'incertitude quand même là aussi important. Ça a des conséquences hydrologiques majeures également sur les situations extrêmes. Difficile à ce jour d'estimer le risque d'inondation, le risque de crue, tant en fréquence qu'en intensité, parce qu'il y a vraiment de l'incertitude sur le régime des précipitations. Par contre, on aura des augmentations de débit assez significatives dans les rivières de montagne, mais de là à parler de crue, on a du mal à l'estimer pour l'instant. Par contre, là où on est sûr qu'il y aura un impact, c'est sur le nombre de jours de sécheresse. Alors la sécheresse, c'est à la fois de la sécheresse météorologique, mais de la sécheresse aussi hydrographique. Et là, je vous présente des cartes sur la sécheresse des sols, la sécheresse édaphique. Et vous avez donc à gauche l'été, le bassin en été, et à droite le bassin à l'automne, avec des cartes produites par Météo France. Et vous voyez que les zones rouges ou même grenat, on va dire, ça veut dire une sécheresse décennale d'aujourd'hui, l'année sévère sur 10 ans, qui revient 7 à 8 années sur 10 en 2050. Donc vraiment quelque chose de systématique, notamment à l'automne. Donc, ça va changer les paysages et les occupations des sols. Je reviens sur cette notion d'évapotranspiration parce que ça, c'est aussi un mot-clé qu'il faut retenir. Et là aussi, vous avez de l'information sur le site Internet et notamment depuis les années 2010 avec une étude prospective qui a marqué le territoire qui s'appelait Garonne 2050. On sait que c'est le phénomène d'évapotranspiration, c'est-à-dire l'eau qui part des sols et de la végétation, qui a le plus d'impact sur l'eau disponible pour l'écoulement. Si on estime qu'on a à peu près le même niveau de précipitation, même si ce n'est pas le même régime, eh bien, du fait de la transpiration par les végétaux et du fait de l'évaporation du sol, on a moins d'eau disponible pour l'infiltration et moins d'eau disponible pour l'écoulement. Qui dit moins d'eau disponible pour l'écoulement dit aussi une élévation de la température de l'eau et mécaniquement une baisse de l'oxygène dissous. Et donc, cette évolution de l'hydrologie a des conséquences aussi sur la qualité de l'eau et sur la biodiversité inféodée au milieu, et ça, on va y revenir de suite. Donc, des conséquences sur la qualité de l'eau, donc je vous ai dit, les deux principales causes, c'est la baisse des débits, puisqu'on va avoir des problèmes de dilution, notamment l'été, et l'augmentation de la température, puisque c'est mécanique, ça diminue l'oxygène dissous dans l'eau. Plus, c'est un troisième facteur, les événements extrêmes qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui. Et vous avez là, sur l'élévation de la température de l'eau, un graphe sur l'estuaire de la Gironde où on voit bien l'évolution à la hausse de la température de l'eau.
En termes d'effet induit, eh bien, il faut savoir que ça change complètement la physico-chimie de l'eau et donc notamment la dynamique de dégradation des métabolites des pesticides, par exemple, mais aussi l'augmentation de la matière organique dite naturelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de matière organique qui vont se dégrader ou pas se dégrader, et avec, du fait des événements extrêmes, sans doute une libération des stocks de polluants qui sont dans les sédiments ou dans les sols, avec le phénomène d'érosion que vous connaissez en particulier dans le Gers. Bref, à rejet constant, on s'attend à une dégradation de la qualité physico-chimique des cours d'eau et un impact probable de fait sur le coût de la production d'eau potable, surtout si elle est issue, bien sûr, d'eau superficielle et donc pas d'eau souterraine, comme je pense que c'est le cas en particulier dans le Gers. Des conséquences aussi sur l'écologie des cours d'eau et l'écologie des zones humides, donc à la fois sur les habitats et sur les espèces. Vous avez un graphe là sur la présence de saumon en fonction de la température de l'eau et on voit bien que le saumon, c'est une espèce qui apprécie les eaux froides et plus l'eau va se réchauffer, plus ce sera compliqué pour le saumon de vivre dans le sud-ouest. Il y a un lien fort évidemment par rapport aux espèces, un lien fort par rapport à la disponibilité de l'eau. Évidemment, un poisson n'apprécie pas les assecs, hein, c'est-à-dire les cours d'eau intermittents, notamment l'été. Il y a une dépendance aussi face au régime de perturbation et notamment les à-coups, et ça, on ne peut pas vraiment les prédire. Un impact fort aussi de la température, notamment sur la régulation des espèces. Et bien sûr, ces phénomènes sont aggravés, ces phénomènes liés au changement climatique sont aggravés par les pressions anthropiques, c'est-à-dire que la pollution, par exemple, la dégradation de la qualité du fait des activités humaines va avoir un impact supérieur sur les espèces, puisqu'il y aura ces questions de fragilisation du fait de la baisse de la disponibilité de la ressource et de l'augmentation de la température de l'eau. Voilà, alors face à ce constat, ou ces constats, on va dire, le comité de bassin a établi un groupe de travail et nous avons élaboré entre 2016 et 2018 un plan d'adaptation au changement climatique. Je vous présente quelques aspects de méthode avant de vous présenter le plan. Alors, les aspects de méthode, ça a été une construction participative avec un groupe qui était constitué de 20 membres du comité de bassin, des experts du conseil scientifique et des services de l'État et des régions pour mettre en cohérence tous les documents de planification, comme on a parlé tout à l'heure, du SRADET notamment au niveau des régions. Ça a pris 18 mois, beaucoup de réunions de travail avec une phase de consultation qui ont été les forums de l'eau de 2017. Donc, vous voyez, ça a pas mal phosphoré en termes de partage d'informations et nous avons eu 3 étapes, 3 temps majeurs, en fait, 3 étapes dans la constitution de ce plan. D'abord, il a fallu partager les constats scientifiques. Ça a donné lieu à des publications qui sont là aussi disponibles sur le site internet de l'agence. Puis, nous avons fait un diagnostic de vulnérabilité en produisant des cartes, là aussi disponibles sur le site internet de l'agence, qui ont, et on va y revenir, des zones grises et des zones roses. Les zones grises étant des zones moyennement vulnérables et les zones roses particulièrement vulnérables. On verra dans quelle catégorie se situent les rivières du Gers. Le diagnostic de vulnérabilité, il a un objectif, c'est de décrire la situation du territoire aujourd'hui si on avait le climat de demain, et donc d'inciter à agir en fonction d'un degré d'urgence, un degré de vulnérabilité. Et puis, dans un troisième temps, le groupe a défini un panel de mesures pour réduire cette vulnérabilité à l'échelle du bassin dans son ensemble ou infrabassin, et on en parlera notamment à l'échelle des SAGE. Il faut retenir de suite qu'on classe les mesures d'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'eau en 3 grandes catégories. Les mesures douces, les mesures vertes et les mesures grises, d'où les petites icônes, mais j'y reviendrai j'y reviendrai par la suite et notamment en conclusion. Alors, pour faire court, le SDAGE qui est actuellement en consultation intègre peu ou prou la moitié des mesures d'adaptation du plan et je vais vous le présenter très brièvement. On peut le faire par chapitre et on peut le faire par thématique.
J'ai choisi aujourd'hui de vous faire un peu dans les deux sens. J'espère que ça sera assez clair quand même, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, un plan en 7 chapitres, et ça a été construit dans ce sens, avec cette hiérarchie par les membres du comité de bassin. D'abord, prendre conscience qu'il faut agir. Prendre conscience qu'il faut agir, je vais y revenir de suite, mais c'est vraiment partager, informer, partager le diagnostic, informer, sensibiliser, parce que c'est une fois qu'on connaît qu'on peut agir. Deuxième axe, la gouvernance. Agir à la bonne échelle, et là je redis, ou le plan redit toute l'importance du SAGE, du schéma d'aménagement et de gestion locale de l'eau. Un troisième axe concerne l'aménagement du territoire et la prise en compte de l'eau dans les documents d'urbanisme notamment. Vous êtes élus pour certains, et donc les SCOT, les PLU, les PLUI. Un quatrième chapitre qui s'appelle « Miser sur la nature », donc qui dit bien ce qu'il veut dire. Ce sont des mesures vertes basées sur la nature. Un cinquième chapitre autour des modes de développement, que ce soit production ou consommation. Nous avons à changer nos modes de production et de consommation pour qu'ils soient plus vertueux, c'est-à-dire moins consommateurs et moins polluants. Un sixième axe autour des infrastructures pour sécuriser la ressource et se prémunir contre les risques, basé sur les infrastructures, c'est-à-dire les mesures grises. Et puis un dernier axe autour de l'amélioration des connaissances et de l'incitation à l'innovation, parce qu'il va falloir vraiment changer nos politiques locales et globales par rapport à la problématique de l'eau. Je reviens particulièrement sur, avant tout, il faut prendre conscience qu'il faut agir et l'importance de sensibiliser. C'est ce qu'on appelle une mesure douce, immatérielle, mais pourtant fondamentale. Je vous ai mis là quelques exemples et on compte notamment sur des structures associatives ou les CPIE pour nous accompagner dans ce domaine, pour toucher le plus grand monde sur le bassin Adour-Garonne. Donc, nous avons été partenaires du Train du Climat, piloté par Météo France et donc la SNCF. Nous avons aussi produit un film disponible sur la chaîne YouTube de l'Agence de l'eau. Et nous mettons à disposition une exposition avec 8 panneaux, en fait 8 kakémonos qui peuvent aussi être demandés à l'Agence de l'eau pour sensibiliser à tout le diagnostic que j'ai présenté tout à l'heure. Et puis des conférences, des jours comme aujourd'hui, mais aussi, et c'était notre ancien président du comité de bassin qui a beaucoup œuvré, Martin Madvy, à démultiplier en fait nos messages au niveau du grand public et notamment en lien avec la presse. Alors, si on le fait par thématique, on va commencer par le risque de problème de disponibilité en eau. Et vous avez là des cartes par rapport aux eaux superficielles à gauche et aux eaux souterraines à droite. Et donc, je vous rappelle, les zones en rose sont des zones particulièrement vulnérables et les zones en grise ne sont que des zones moyennement vulnérables. Il n'y a pas dans le sud-ouest de zones peu vulnérables par rapport à ces questions de disponibilité en eau. On reviendra éventuellement dans les questions pourquoi les rivières de Gascogne, nous, on les a classées en gris, c'est-à-dire moyennement vulnérables par rapport à d'autres territoires du bassin, notamment la Charente, par exemple, ou Tarn-Aveyron. Face à ce problème de disponibilité en eau, 4 axes pour agir. D'abord, assurer une meilleure gouvernance locale pour perpétuer, on va dire, la notion de bien commun qu'est l'eau. Donc la partager de façon équitable et éviter les conflits d'usage. Miser sur la nature et notamment favoriser l'infiltration, puisque je vous ai dit que le changement climatique avait un impact sur les cycles hydrologiques, et bien plus on fera de la rétention dans les sols et plus on fera de l'infiltration vers les nappes, moins on aura de conséquences négatives sur la disponibilité en eau. Renforcer évidemment un développement économique plus économe. Et là, on parle à la fois aux acteurs économiques, notamment l'agriculture, mais pas que, mais aussi à l'échelle des citoyens et des collectivités. Donc, être économe, on va revoir ce que ça peut signifier pour les citoyens, mais les collectivités, c'est notamment
gérer les fuites dans les réseaux d'eau potable, par exemple. Et dernier axe, sécuriser la ressource par le soutien d'étiage, le stockage, le transfert, l'interconnexion, le recyclage, l'expérimentation, notamment, par exemple, la recharge active des nappes. Je voulais faire une petite focale, vu le public cible de la journée, sur les usages domestiques et notamment rappeler qu'on doit développer une culture de la sobriété, s'équiper de dispositifs hydroéconomes, lutter contre les fuites, opter pour l'infiltration, le double réseau, la réutilisation. C'est important et c'est à l'échelle de chacun. Et aussi, on le sait moins, changer aussi nos modes de consommation et en particulier, mais pas uniquement, mais en particulier le mode de consommation alimentaire, moins gaspillé parce qu'en fait, c'est de l'eau cachée en fait dans l'alimentation et passer, si possible, à un régime moins carné, puisqu'en fait, la production de viande ou de lait consomme naturellement plus d'eau que la production de végétaux. On a aussi un risque par rapport à la qualité de l'eau qu'on a essayé d'estimer par rapport à un critère, un indicateur d'eutrophisation de l'eau. Et là aussi, vous avez donc des zones particulièrement vulnérables en rose et des zones moins vulnérables, mais vulnérables quand même, en gris. Face à ces risques de dégradation de la qualité des eaux, eh bien, là encore, il faut renforcer un développement économique qui soit moins polluant. Et là encore, on s'adresse à la fois aux acteurs économiques, mais aussi aux citoyens et aux collectivités. Le citoyen, par des choix de produits ménagers, de gestion correcte des résidus de médicaments ou de produits cosmétiques, a aussi son rôle à jouer par rapport à mettre dans l'environnement moins de matières plastiques, de micropolluants. Miser sur la nature parce qu'elle est capable de faire de l'auto-épuration si elle fonctionne correctement. Et pérenniser le soutien d'étiage, puisque là aussi, ça peut être une question de salubrité publique. Et enfin, nous sommes fragilisés par rapport à... il y a un risque par rapport à la biodiversité. Vous avez là deux cartes, la carte du bassin Adour-Garonne par rapport à la biodiversité en cours d'eau, avec des zones particulièrement vulnérables, et la carte de vulnérabilité par rapport à l'évolution des zones humides. Et là aussi, vous avez la carte à l'échelle du bassin. On voit en particulier que tout le sud du bassin lié aux Pyrénées et toute la façade littorale sera particulièrement vulnérable pour ce qui concerne l'évolution des zones humides. Alors, dans les deux cas, le Gers paraît moins vulnérable que d'autres territoires sur le bassin. C'est pas tant qu'il n'y a pas de vulnérabilité par rapport à la biodiversité, je ne voudrais pas que vous compreniez ça, mais plutôt qu'il y a par rapport à d'autres territoires moins d'enjeux biodiversité en termes de volume et d'espace et d'espèces, et du coup, eh bien, c'est moins attaqué, on va dire, en valeur relative, par rapport à ces problématiques de zones humides ou de biodiversité patrimoniale dans les cours d'eau. Mais là, quand même sur des zones grises, il faut faire des efforts pour essayer d'accompagner l'évolution de la biodiversité de façon la plus favorable possible. Et là aussi, 3 axes. Miser sur la nature, tout ce qui peut être continuité pour que l'eau circule, des infrastructures agroécologiques, des zones refuges, des ripisylves, c'est-à-dire vraiment tenir les berges pour éviter les crues et les inondations, mais aussi faire de l'ombrage pour éviter l'augmentation de température. Restaurer les zones humides, les zones d'expansion de crues, favoriser la préservation des têtes de bassins versants. On a vraiment beaucoup de choses à faire dans le domaine de la préservation et de la restauration des cours d'eau et des zones humides. Renforcer un développement économique qui soit à la fois plus économe et moins polluant. Pourquoi ? Eh bien, pour éviter ces pressions anthropiques supplémentaires par rapport à l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Et pérenniser le soutien d'étiage, c'est-à-dire que là où c'est possible, maintenir les conditions d'une vie favorable pour les milieux aquatiques. Voilà, j'en ai presque fini de ma présentation, juste pour vous dire que en fait, ce plan d'adaptation à l'échelle du bassin Adour-Garonne, eh bien, il mérite d'être incarné localement.
à l'échelle des sages notamment. Et donc, je vais laisser, après un échange, la parole à Karine Liéron pour vous présenter le sage local, on va dire. Donc, importance de l'incarner localement. Importance aussi de combiner des mesures, et je reviens à ce rose, ce gris et ce vert, c'est-à-dire rose, des mesures douces, dites immatérielles, de gouvernance, de connaissance, de planification, donc les sages notamment, de changement de pratique, c'est-à-dire des choses qui sont organisationnelles, immatérielles, mais qui ont vraiment un impact sur nos modes de vie. Des solutions fondées sur la nature, et vous avez vu qu'à chaque fois, c'est important pour favoriser l'infiltration, pour éviter les débordements, les crues, pour permettre l'auto-épuration, pour permettre de l'ombrage, etc., etc. Et aussi des mesures grises basées sur les infrastructures et les technologies, notamment des stations d'épuration plus performantes ou éventuellement donc des stockages. Je voudrais quand même terminer en disant que l'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'eau pour le sud-ouest de la France, ça ne va pas être juste de l'ajustement par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Il va falloir vraiment des transformations majeures de nos modes de vie, de nos modes de production et de consommation, si on veut continuer à avoir une gestion durable de la ressource, tant en quantité qu'en qualité et en préservant les milieux. Voilà, je crois que j'en ai fini de ma présentation et je suis donc disponible pour les questions. Je vais quitter le partage d'écran pour qu'on se voit davantage. Merci beaucoup, Madame Goulard, pour votre présentation. Donc, effectivement, pour les questions, donc, il y en a déjà de poser dans le chat. Donc, voilà, Dalila va nous en faire part. N'hésitez pas à continuer à les poser. Si certains veulent prendre la parole, ben, voilà, juste désactiver votre micro et nous le dire s'il y a plusieurs personnes, qu'on puisse bien répartir la parole et que ce soit bien fluide. Du coup, Dalila, je te laisse poser les questions. Alors, on a plusieurs questions donc de côté Jacquemin. Déjà, quels sont les déterminants du risque d'eutrophisation des cours d'eau et pourquoi est-il considéré comme fort dans le Gers? Alors, l'eutrophisation, je vous ai dit que c'était ce qu'on appelle un proxy de l'évolution de la qualité physico-chimique de l'eau, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas intégrer tous les critères qui impactent la qualité de l'eau, et donc l'eutrophisation, c'est surtout lié aux nutriments et à la concentration en azote et en phosphore. Donc le Gers, mais pas que le Gers, mais les rivières de Gascogne sont concernées principalement pour des questions d'origine agricole et des petites stations d'épuration qui gèrent pas forcément l'azote et le phosphore, donc l'origine agricole par rapport aux fertilisants, et notamment du fait de l'érosion des sols, qui fait partir une partie des nutriments vers les cours d'eau, et certaines petites stations d'épuration qui ne sont pas forcément assez performantes, notamment sur cette question de phosphore. Voilà. Mais j'insiste sur le fait que c'est une carte qui ne représente pas l'ensemble des problèmes de qualité des eaux, et notamment par rapport à la problématique des pesticides, qui est des micropolluants. Donc pesticides plutôt milieu rural et micropolluants plutôt liés à l'urbanisation, à nos modes de vie. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu correctement. Ensuite, il y avait aussi une précision pour définir la recharge active des nappes. Alors, la recharge active des nappes, en fait, on part du constat qu'on va avoir un problème d'infiltration de l'eau, au sens où on va avoir sans doute une modification du régime des précipitations, c'est-à-dire beaucoup d'eau d'un coup et puis une grande période de sécheresse. Donc, l'idée, c'est vraiment, là où il y a des nappes souterraines, de favoriser absolument l'infiltration, au détriment du ruissellement, qui peut avoir des conséquences néfastes, notamment sur la qualité des eaux. Et donc, la recharge active des nappes, il existe plusieurs techniques, qu'elles soient douces, on va dire, ou technologiques, pour favoriser cette infiltration, c'est-à-dire faire des zones où l'eau, de façon temporaire,
est stocké, on va dire, et s'infiltre avec le temps dans les nappes. Ou alors quelque chose de plus technologique, c'est-à-dire y compris avec une sorte de pompage pour réintégrer l'eau au niveau du souterrain. Voilà, il existe différentes manières de faire et justement, l'intérêt de l'expérimenter, c'est de trouver des endroits sur le bassin où on a un intérêt à le faire et de tester différentes méthodes parce que là aussi, il ne faut pas forcément opter pour une méthode, ça je ne l'ai pas trop dit dans la présentation, mais les méthodes grises notamment, celles qui sont basées sur les infrastructures et la technologie, ont souvent un désavantage, c'est elles utilisent des énergies fossiles et elles émettent des gaz à effet de serre. Donc il ne faudrait pas, sous prétexte d'adaptation, détériorer le bilan en termes d'atténuation du phénomène. Voilà. Alors, merci pour ces précisions. Et du coup, il y avait une autre question. Pourquoi la vulnérabilité au changement climatique des cours d'eau gersois est considérée comme moyenne alors que leur alimentation dépend des Pyrénées dont l'enneigement est condamné à diminuer? Alors, pour être précis, est-ce que c'est la disponibilité en eau ou est-ce que c'est lié à la biodiversité? Je n'ai pas bien compris la question. Alors, Monsieur Jacquemin, peut-être je vous laisse répondre, allumer votre micro pardon, et répondre. Oui, bonjour et merci pour vos réponses à mes questions. Ma question était par rapport à l'indicateur synthétique, je crois, qui était dans votre présentation sur la vulnérabilité au changement climatique des cours d'eau gersois. Et j'ai cru voir sur une des diapositives donc, que cette vulnérabilité était considérée comme moyenne. Alors que moi, la perception que j'avais des rivières de l'éventail gascon, c'est que comme comme leur alimentation dépend du système Nest, qui lui-même dépend de l'enneigement et de la recharge des glaciers, j'avais l'impression qu'en fait, leur régime hydrique, la disponibilité de l'eau, tout du moins, était fortement menacée. Mais vous allez peut-être pouvoir nous éclairer et donner plus de précision sur ce point. Alors, vous avez raison. Alors, enfin, vous avez en partie raison. C'est-à-dire que on l'a mis en gris au regard des autres territoires, c'est aussi en valeur relative. C'est-à-dire aux autres territoires, et par exemple, si vous avez capté la carte dans son ensemble par rapport à la Charente, par exemple, qui n'a pas de château d'eau comme le Massif central ou comme les Pyrénées. Donc, plutôt moins vulnérable que d'autres territoires. Mais j'ai dit que ça ne voulait pas dire pas du tout vulnérable. J'ai dit moins vulnérable et on est parti aussi du principe que ce territoire était réalimenté justement par le système Nest. Et on est parti du principe que ce système Nest allait durer dans le temps. Ce qui peut être questionné, vraiment. Mais d'où l'intérêt d'avoir un diagnostic plus précis à l'échelle spécifique de ce territoire. Mais voilà, comme j'ai dit, la vulnérabilité, c'est quel serait le territoire aujourd'hui. On a un système Nest qui fonctionne. Avec le climat de demain, bien sûr, il y aura moins de neige, mais il y aura quand même le signal neige sera transformé en pluie. Donc, il y aura quand même de l'eau, on va dire. Voilà, pas forcément en même période, mais il y aura de l'eau. Voilà, mais ça mérite évidemment, si on fait un zoom spécifique sur le territoire, une étude de vulnérabilité plus précise. Et notamment, on peut interroger cette durabilité du soutien d'étiage lié au système Nest. Et là, dans ces cas-là, évidemment, les rivières de Gascogne sont particulièrement vulnérables. Merci à vous pour ces précisions. Alors, Madame Gossin demande pourquoi n'est-il pas envisagé de faire des réserves plans d'eau vu les pluies importantes de l'automne et du printemps? Alors, j'ai pas dit que c'était pas envisagé. J'ai dit qu'il fallait combiner les mesures. Et à l'échelle locale, en fait, il faut sans doute d'abord viser de la sobriété et des économies d'eau, changer les modes de production et de consommation, miser sur la nature avec, comme j'ai dit, l'infiltration, la rétention dans les sols agricoles ou dans les zones humides, etc. Mais l'option du stockage par endroit
peut-être une des solutions technologiques, on va dire, retenues. Toujours pareil, avec une analyse coût-bénéfice importante quand même, au sens où ça consomme beaucoup d'énergie de produire la retenue et ça consomme aussi beaucoup d'énergie de l'utiliser. Donc, à voir si j'allais dire, le bénéfice est supérieur au coût. Ça, c'est une chose. Et après, il va pleuvoir beaucoup plus l'hiver et le printemps. Ça, c'est pas forcément démontré, en fait. C'est pas plus. C'est une répartition différente, mais comme je l'ai dit, avec pas forcément des capacités à infiltrer l'eau. Donc, ces questions d'incertitude sur les précipitations, ça nous importe d'améliorer la connaissance dessus. Et le dernier rapport DRIAS montrerait qu'il y a quand même une petite baisse totale, ça dépend des territoires, une petite baisse sur le volume total des précipitations, en fait. Donc, attention aussi à une fausse solution qui pourrait être de ne plus remplir ces réserves à terme. Voilà. Tout ça pour vous dire que ça dépend des territoires et il faut des études plus précises pour voir les opportunités et les limites de ce type de solution. Merci pour ces précisions. Du coup, j'ai une question également de Cécile Argentin. Quelles mesures pour la sensibilisation de ceux qui font les plans d'urbanisme? Il y a urgence et il n'y a pas de prise de conscience ni de mesures envisagées pour augmenter l'infiltration et moins imperméabiliser et protéger les zones humides. C'est pourtant pas faute de le dire, mais c'est vrai que on a du mal à ce que nous on appelle la gestion intégrée des eaux pluviales. On a vraiment du mal à sortir de ce qu'on appelle le tout tuyau et à faire vraiment des mesures de renaturation des villes, plus d'infiltration, donc de la désimperméabilisation ou éviter l'artificialisation des sols. Donc on peine à faire changer les mentalités dans ce domaine, en fait, alors que donc ça a un bénéfice environnemental et souvent ça ne coûte pas plus cher. Par contre, c'est appréhendé de façon négative par les élus et les spécialistes techniques de l'urbanisme pour deux fausses bonnes raisons, on va dire. Le premier, c'est par rapport au risque. Si vraiment il y a beaucoup d'eau, est-ce que les techniques d'infiltration vont suffire? Et deuxièmement, par rapport au coût de fonctionnement. C'est-à-dire que d'entretenir des noues, des espaces paysagers, etc., ça coûte peut-être moins cher à l'investissement, mais plus en fonctionnement et notamment du personnel lié aux espaces verts, etc. Mais vraiment, nous, on œuvre, alors sans doute pas de façon assez marquée, on est d'accord. Donc, on a une collaboration avec l'Office international de l'eau qui propose un accompagnement auprès des collectivités. On a sensibilisé les bureaux d'études qui répondent au marché des collectivités et on essaye vraiment de favoriser cette gestion alternative des eaux pluviales par rapport à quelque chose qui était du tout tuyau et qui a des limites. Après, de la même façon, sur zone humide, zone d'expansion de crue, on essaye de dire que des solutions basées sur la nature sont plus efficientes, mais on a du mal à changer les mentalités. Vous avez raison. Il nous reste quelques petites minutes s'il y a d'autres questions, donc soit par le chat, soit à l'oral, mais vous pouvez ouvrir vos micros. Allez-y, je laisse un petit moment et sinon on passera à la prochaine intervention. Donc si le temps que la question arrive, je laisse 1 ou 2 minutes. Oui, moi je veux bien poser une question. Je suis Monsieur Capdepol, le maire de Manciette. On a une rivière sur laquelle il y a des petites digues d'anciens moulins. Certaines digues s'effondrent et on empêche de les reconstituer, de les reconstruire.
On nous autorise simplement 50 centimètres de haut et on se retrouve avec une rivière à sec l'été. Donc, je voulais savoir pourquoi il n'est pas possible de refaire des digues normales qui n'empêcheraient pas d'ailleurs l'eau de s'écouler. Voilà. Alors, là aussi, c'est une question de compromis. Oui, sur l'idée de faire une réserve, mais quand même globalement, alors globalement, hein, il faudrait voir au cas par cas, mais ça limite l'écoulement. Or, on a dit que l'écoulement était indispensable pour ce qu'on appelle la continuité, et notamment favoriser les espèces aquatiques. Et deux, ces plans d'eau ont l'immense désavantage de se réchauffer davantage qu'une eau qui circule. Et donc, là aussi, comme vous l'avez entendu, les problèmes d'élévation de la température de l'eau provoquent des problèmes de baisse d'oxygène dissous. Donc, on est plutôt sur une politique d'effacement des seuils et de continuité écologique que l'inverse, sauf si il y a, et localement il faut vérifier, un usage particulier de ce plan d'eau. Mais pour le reste, en règle générale, j'allais dire, les bénéfices à la continuité et à l'écoulement sont supérieurs, mais c'est toujours une question de compromis, à l'idée de garder des plans d'eau et de l'eau, entre guillemets, stagnante. Oui, mais enfin, là, je veux dire, la rivière est à sec l'été, quoi. C'est un tout petit filet d'eau. Alors, je crois, je sais pas, il me semble que c'est pire que de l'eau qui s'écoule pas trop. Alors, la question des assecs et des cours d'eau intermittents. C'est vrai que c'est une vraie question et là on essaye d'avoir des informations notamment du bassin, notre bassin voisin qui s'appelle Rhône-Méditerranée et Corse, qui ont déjà l'habitude des assecs depuis de longues années et les informations qu'on reçoit de ces territoires qui connaissent plus que nous ces assecs systématiques, c'est de dire que s'il y a des refuges biologiques, c'est-à-dire s'il y a des zones particulièrement sur le continuum, hein, pas sur des zones particulièrement favorables à un refuge plus profond, avec voilà, eh bien les espèces aquatiques savent migrer. Et après, de toute façon, un assec a aussi une biodiversité qu'on n'imagine pas, mais aussi une biodiversité qui peut-être, il va falloir qu'on apprenne à connaître et à préserver pour ce qu'elle est. Elle sera différente, elle est différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais elle n'est pas inexistante. Mais là, on manque vraiment d'informations sur, alors je n'ai pas dit les bienfaits hein, du tout des assecs, mais on manque d'informations sur cette évaluation de la qualité biologique des assecs par rapport à une rivière qui coule. Bon, j'en finis avec ça, mais moi je suis pêcheur, je m'occupe un peu de la société de pêche et la sec, c'est quand même problématique lorsqu'on veut mettre du poisson et le conserver. Ah oui, Et puis une rivière à sec, c'est pas très joli, hein. Alors, je suis d'accord sur la perception et notamment sur la perception, et vous avez tout à fait raison, on commence des études sur ces questions de perception et donc je reprends des exemples de Rhône-Méditerranée-Corse. La sec est considérée avec une image de mort, vraiment. Dans l'imaginaire collectif, c'est une image négative. Et évidemment, ce qui perturbe le plus les usagers, ce sont les usagers, donc les pêcheurs, et puis les loisirs nautiques de type canoë. Bien sûr, je ne nie pas ça. À nous d'essayer de faire évoluer à la fois, si on peut, eh bien, de laisser plus d'eau disponible pour la nature, d'un côté, et puis de changer éventuellement nos modes de vie associés à ces cours d'eau, notamment l'été. Pas facile, j'en ai conscience. Merci du coup pour cet échange. Je vous propose qu'on s'arrête là pour respecter un petit peu le timing. Il y aura un autre temps d'échange à la fin sur les deux présentations. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Vous pouvez toujours les noter dans le chat.
Et du coup, je vais laisser la parole donc à Madame Liéron du conseil départemental pour la présentation du SAG Jeunesse et Rivières de Gascogne. Bonjour à tous et merci au CPIE de m'accueillir. En préalable, donc moi je m'appelle Karine Liéron, je suis chargée de mission Nest et Rivières de Gascogne sur l'élaboration de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur ce périmètre que je vais vous détailler après. Donc la déclinaison un peu de la présentation précédente. Je voulais excuser Monsieur Gendre qui est le président de la commission locale de l'eau et qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Alors, partage d'écran. Tac. OK. C'est bon pour tout le monde. Ouais. Alors, j'ai vu que dans les participants, il y a des membres de la commission locale de l'eau. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses que je dis ou à me compléter. Hop. Ouais. Alors, le territoire Nest et Rivières de Gascogne, la présentation que je vous en fais là, je vais vous le mettre à plat tout à l'heure pour que ça soit en phase avec les cartes qui vous ont été présentées du grand bassin à Dour-Garonne tout à l'heure. Là, c'est une façon de le voir différente. Alors, il y a deux, on voit les souris là. Ouais. Il y a deux façons. Donc, on part des Pyrénées, du Néouviel, là, les deux bassins Nest Or et la Nest de Louron. Et ça va jusqu'à la confluence avec la Garonne. Donc, on voit bien cet éventail gascon qui part du plateau de Lannemezan et la source, on va dire, les montagnes avec ces deux vallées. Ça, c'est une autre façon de le voir. Donc là, avec le Néouviel, ici le Caillouas, l'autre vallée, et puis cette Nest-là qui va se jeter dans la Garonne avant le plateau de Lannemezan et nos rivières gasconnes qui sont ici. Donc moi, je ne vais pas vous présenter la partie Adour, mais voilà, il y a des démarches similaires qui existent portées par l'institution Adour pour le territoire de l'Ouest gersois. La spécificité de ce territoire, c'est la déconnexion, on va dire, qu'il y a eu il y a très longtemps, quaternaire, entre nos rivières gasconnes et les Pyrénées, et la déconnexion de cette Nest qui a été déviée vers la Garonne. Donc, on a ce plateau de Lannemezan qui est plus haut et on est sur un régime qui est complètement déconnecté ici des Pyrénées. Donc, dans les années 1850, le choix a été fait pour alimenter ces rivières gasconnes qu'on traversait à pied, justement en sec pendant l'été, de faire un canal qui part de Sarancolin et qui va réalimenter de façon artificielle toutes les têtes de bassin. Et puis après, je vais faire court. Et après, il y a eu création de plein d'ouvrages en complément. Alors, déjà, création d'ouvrages dans les montagnes. C'est les gros ouvrages Cap-de-Long, Auredon, Caillouas, Aumar, tout ça, si vous allez vous balader dans les Pyrénées, qui ont été créés pour faire de l'hydroélectricité, mais aussi pour pouvoir alimenter ce canal. Il y a une partie qui est dédiée aux rivières gersoises. Et après, dans les années 60, le choix, à partir des années 70, on va dire, le choix a été fait aussi de compléter tout ce système Nest, qu'on appelle système Nest, par des ouvrages, des gros lacs qui allaient réalimenter toutes les têtes de bassin. Donc là, c'est la Starac, l'Unax, enfin tous ces gros lacs que vous connaissez sur le territoire le plus au sud. Une autre façon de voir ce territoire-là, donc c'est ça, on revient sur les cartes qui vous ont été présentées tout à l'heure. Donc de l'amont, là, on est à la limite espagnole jusqu'à la confluence avec la Garonne. Et on voit qu'il y a ce goulet d'étranglement ici, qui est l'alimentation par le canal de la Nest. Donc, ce qu'on peut voir là-dessus, c'est que ces deux territoires, ils sont complètement indissociables. C'est-à-dire cet amont et cet aval, ils fonctionnent différemment, mais au niveau quantité, ils sont complètement indissociables, même si on va retrouver des similitudes dans toutes les rivières gasconnes, et puis un lien très fort entre cette eau qui vient de la montagne et qui va réalimenter. Alors, il y a des micros allumés. Je ne sais pas qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut éteindre... C'est bon?
C'est bon. Au niveau du périmètre, donc de ce périmètre, de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux, je vais vous détailler à quoi ça sert tout à l'heure. J'essaie de faire vite, hein. On a le Gers, les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne, un peu, enfin le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, un peu de la Haute-Garonne et un tout petit peu des Landes. Donc c'est un territoire qui est très grand, qui fait à peu près 8000 km², très peu d'habitants par rapport à la surface, 270 000, et qui concerne les 6 départements et 2 régions. En termes de communes, ça fait 660 communes et 33 EPCI à fiscalité propre. Ça, je peux vous le décliner pour toutes les structures administratives liées à l'eau, par exemple. On pourra avoir les syndicats de rivière ou les syndicats d'eau potable ou les syndicats d'assainissement ou les syndicats d'urbanisme. Enfin, là-dessus, on va avoir plein de structures qui, à un moment ou un autre, sont en lien avec la gestion de l'eau et avec la politique de l'eau. Alors, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qu'est-ce que c'est? C'est un document de planification. Ça reste un document d'orientation, de planification, qui va chercher un équilibre entre ce qu'on va, entre tous les usages, qu'ils soient préleveurs ou non préleveurs, donc préleveurs, eau potable, assainissement, non, eau potable, irrigation, industrie, ou non préleveurs. Là, j'ai vu qu'il y avait le canoë-kayak de Beaucaire qui est là. Ça peut être d'autres activités de tourisme, les lacs, enfin, l'environnement, bien évidemment, tenir des débits suffisants pour balayer à la fédé de pêche, enfin, pour avoir une biodiversité dans nos cours d'eau. Et puis, la protection des milieux aquatiques. Donc, c'est toujours en continu, trouver un compromis à terme pour les années à venir sur cette gestion de l'eau. C'est un outil stratégique, il va définir des priorités collectives et puis surtout, une fois qu'il est approuvé, alors c'est assez long, ça met 4-5 ans, là on en est au début de la démarche, une fois qu'il est approuvé, il est opposable, il a une portée réglementaire. Alors il y a des notions de compatibilité ou pas, mais pour faire le lien à la question tout à l'heure sur les documents d'urbanisme, tous les documents d'urbanisme devront être en phase avec ce futur SAGE. Je vous ai mis rapidement ce que ce n'est pas. Ça ne va pas faire des lacs. On parlait de faire des gros ouvrages. Ce n'est pas le SAGE qui fera des ouvrages. Ce n'est pas un maître d'œuvre. Ce n'est pas le SAGE ou la commission locale de l'eau qui va faire des choses. Il ne va pas remplacer, par exemple, des syndicats de rivière. Et puis, ce n'est pas un organisme qui attribue des subventions. Mais par contre, quand sur un territoire, on a fait la preuve qu'on est capable de se mettre autour d'une table dans ce Parlement et de se donner des grandes orientations pour un territoire donné, pour tous nos usages, ça aide à avoir des subventions. Enfin voilà, ça montre qu'on est quand même structuré en termes de gouvernance, pour faire le lien tout à l'heure avec la présentation de Madame Goulard. Les enjeux, donc je les ai passés rapidement. On a beaucoup de stations d'épuration, on en parlait tout à l'heure. On a 265 stations d'épuration sur ce territoire, donc des forts enjeux de salubrité, de rejet. On a des enjeux, la pêche, je vous en ai mis quelques-uns. L'environnement, évidemment, avec des enjeux et des enjeux réglementaires qu'on doit suivre obligatoirement, de qualité de l'eau, des orientations qui sont définies par exemple dans ce SDAGE et qui sont la déclinaison de directives européennes. Des enjeux de biodiversité, là aussi, une réglementation très forte, et puis des enjeux sur ce territoire liés au milieu humide. Ça a été prédéterminé comme un enjeu très fort à venir. Des enjeux de tourisme qui ne seront pas les mêmes entre l'amont, quand on fait du kayak sur des rivières torrentielles, dans la Neste, et puis des eaux de baignade qu'on va avoir dans le Gers, on va dire, mais des enjeux sur tout le territoire de tourisme et importants, les stations thermales qui peuvent avoir un impact économique très fort. Et puis des enjeux spécifiques à notre territoire qui sont l'hydroélectricité des rivières, on en trouve un peu sur la base, et surtout les retenues de haute montagne où on a des enjeux macro à l'échelle de toute la région de production d'hydroélectricité. On a besoin d'électricité en hiver, hein, et nous, on a besoin d'eau en été. Donc, on n'est pas vraiment d'accord. Donc, des conflits, on va dire, qui peuvent venir sur l'utilisation de cette eau pour notre territoire. Après, on a des usages préleveurs. Alors, moi, normalement, je crois que j'ai 15 minutes, donc je vais essayer d'aller rapidement. Donc, les 3 usages préleveurs, c'est agriculture, eau potable, industrie.
Agriculture, sur notre territoire gersois et sur le territoire de Nest et Rivière de Gascogne, c'est un enjeu très, très fort puisqu'on est un territoire agricole avec une économie agricole. Ça représente à peu près 100 millions de mètres cubes d'usage sur ce territoire de prélèvement. Sur l'eau potable, enjeu ultra fort aussi, puisqu'on est quasi totalement dépendant de nos eaux de surface sur la production d'eau potable. Donc, pour faire le lien aussi avec la présentation de tout à l'heure, si l'eau se réchauffe, on n'est plus en capacité de faire de l'eau potable. S'il n'y a plus d'eau en période d'étiage, on n'est plus en capacité de faire de l'eau potable. On n'a pas de plan B quoi, pour le faire court. On a très peu de solutions pour aller chercher de l'eau en souterrain et on a vu aussi que l'eau souterraine était en difficulté aussi sur notre territoire. Et puis un enjeu en termes d'économie autre que l'agriculture, c'est l'industrie qui pèse quand même quasiment la moitié de l'eau potable, à peu près 12 millions de mètres cubes qui doivent être prélevés sur l'année. Beaucoup d'agroalimentaire, mais surtout une grosse usine à Lannemezan, Arkema. D'autres enjeux importants liés à l'eau, qui vont être différents là aussi entre le territoire de la Nest et les rivières gasconnes. Alors, dans les rivières gasconnes, on va retrouver toujours la même chose, hein, c'est les coulées de boue, inondations, on en a de plus en plus, avec des impacts économiques très forts, un pour les agriculteurs en termes de pertes agronomiques, sur la qualité de l'eau, et puis des coûts pour les collectivités sur le nettoyage des routes et des ouvrages d'art qui deviennent de plus en plus énormes. Et c'est un véritable souci sur les rivières gasconnes. Sur l'amont, on a des phénomènes plutôt torrentiels avec un plan d'action et de prévention des inondations qui a été initié pour le territoire Nest. Alors, le réchauffement climatique, Madame Goulard vous en a parlé en long, voilà, vraiment en long, en large. Vous avez eu vraiment des éléments détaillés dessus. Je ne vais pas revenir dessus. Je vous ai juste mis le lien vers je crois qu'elle l'avait mis aussi, vers le petit film que je projette normalement quand je fais des infos auprès des élus en particulier, parce qu'il est très, très parlant sur ce réchauffement climatique et ce que ça va impliquer dans nos territoires. Ce qui est important là de retenir, c'est que la baisse des débits, là on parle de 20 à 40% hein, sur nos rivières. Donc là, on a vu nos rivières, elles sont dépendantes, complètement artificialisées, les rivières principales. Mais on a les 3/4 de nos rivières. En fait, on a 2000 km de rivières qui sont réalimentées et il y en a 10 000 qui sont non réalimentées. On a une force quand même sur ce territoire. Il y a énormément de petits chevelus et ce sera un des axes de préservation fort du sage normalement. Mais ce qu'on constate déjà, c'est une baisse de 10% là. Il y a déjà eu depuis les années 60 une baisse de 10% et on est de plus en plus en phénomène de tension. Ce qu'on va dire, ce système ou cette gestion de l'eau qui fonctionnait pendant des années, maintenant ça ne marche plus depuis 4-5 ans. Hein, on est vraiment dans du récent, ça ne fonctionne plus et on est de plus en plus souvent en tension entre les bassins versants, entre les usages au sein d'un même bassin versant et entre les bassins versants qui sont à côté, c'est-à-dire par exemple la Garonne et le territoire Nest et Rivière de Gascogne. Donc tout le monde est dans la même situation et d'où l'urgence de travailler ensemble. Alors ce SAGE, ce schéma d'aménagement, c'est un schéma. Ça fait pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est des orientations, mais des orientations fortes. Et ce qui va jouer vraiment, ces orientations, c'est ce qu'en feront les maîtres d'ouvrage. C'est vraiment l'appropriation, on en parlait tout à l'heure, l'appropriation de chacun de ces orientations pour que chacun puisse le mettre en œuvre. Ce SAGE, l'élaboration, elle est longue, mais ça correspond à la gouvernance dont on parlait. On va dire que ce temps-là, cette commission locale de l'eau qui vient d'être créée, c'est la première fois qu'on va avoir sur ce territoire un parlement de l'eau. C'est un parlement de l'eau avec tous les usages représentés. Ce sera la première fois qu'on croisera chacun s'occuper soit de syndicats de rivière, soit d'eau potable, soit d'assainissement. Bon, des fois, à eau assainissement, il y avait ensemble, ou d'environnement, ou d'agriculture. Et là, on a au sein de ce parlement l'ensemble des représentants de ces usages qui vont pouvoir parler et imaginer vers quoi ils veulent aller sur ce territoire.
Alors, il y a plusieurs étapes, c'est un peu toujours pareil. Voilà, on a un état initial et diagnostique, une base scientifique, de la même façon que tout à l'heure, ce qui vous a été présenté, solide. Et en particulier, dans cet état des lieux initial solide, on ira chercher des bilans quantitatifs par sous-bassin versant. On ira chercher de la donnée consolidée sur les milieux humides. C'est un très gros axe de travail pour, en particulier, faire le lien après avec l'urbanisme. C'est une des questions qui a été posée. Ensuite, une fois qu'on aura cette base solide, partagée, technique, très technique, avec du lien quand même avec, l'ensemble des acteurs, hein. Il y aura des commissions géographiques, des commissions techniques qui vont être faites pendant chaque phase. On pourra aller vers des tendances et scénarios, par exemple croiser avec le réchauffement climatique, croiser avec les développements d'urbanisme qui se prévoient, par exemple dans les SCOT. Définir une stratégie collective et après rédiger. Donc là, on rentrera dans une phase de rédaction d'un plan d'action et de règlement très, très carré. On est plus dans de la rédaction, voilà, plus administrative et une enquête publique. Une fois que ce SAGE sera approuvé, il sera opposable ou les documents devront être compatibles à ce schéma. Mais tout ce qui va se passer là en amont, cette gouvernance dont parlait Madame Goulard est indispensable, ce partage d'expérience, cette connaissance, parce que tant qu'on n'a pas la connaissance, comme aujourd'hui, des actions d'aujourd'hui, ben, on ne peut pas en prendre conscience et chacun mettre en œuvre les choses qu'on a la possibilité de faire, chacun à son niveau. Alors, cette commission locale de l'eau, sa composition, elle est cadrée, tout ça, c'est très cadré réglementairement. Elle a été définie par arrêté préfectoral au mois de février 2021. Elle est composée pour moitié de collectivités territoriales. Donc là, on va retrouver des communautés de communes, beaucoup, parce que la compétence de l'eau est liée aux communautés de communes, maintenant énormément. On va retrouver des syndicats mixtes, typiquement syndicats de rivière ou syndicats d'eau potable, les 2 régions, les 6 départements, des PETR et puis il y a 2 communes. Donc une représentation des élus sur tout le territoire, de l'amont vers l'aval, de l'urbain, du rural, en fonction des enjeux et des bassins versants. Donc il y a 48 personnes 48 personnes et structures au sein de cette commission locale de l'eau. Je crois qu'il y a certains élus là qui sont présents. Et puis, il y a les représentants des usagers. Donc, ça doit être au moins un quart réglementairement. Donc là, on a plus qu'un quart. On a 31% de représentants d'usagers, ce qui fait 28 personnes. Et là, on va retrouver des représentants, on va dire, par grosse thématique agriculture. On va voir les chambres. Là, il y a les Bio du Gers, des coopératives, des ASA. Environnement, on va retrouver là des assos environnementales type FNE ou la DASEA ou la REMIP qui sont plutôt axés sur les milieux humides. Il y a énormément, voilà, arbres, paysage 32, j'espère que j'oublie personne là. Des représentants de l'industrie, la CHEM, EDF, puisqu'on parle des stockages hydroélectriques en particulier. L'Arkema, les CCI, les chambres consulaires. Et puis les autres usages, on va retrouver le tourisme en particulier. Voilà, le tourisme, le gestionnaire, la CACG qui s'occupe de la gestion du système NES, mais il faut rappeler que ce SAGE, on n'est pas uniquement sur le quantitatif. L'objectif, c'est améliorer la qualité de l'eau, c'est tenir les objectifs de bon état des masses d'eau. Son premier but, c'est celui-là. Et pour cela, la quantité est absolument nécessaire. Et donc, du coup, on va avoir voilà, le gestionnaire est très important, mais ce SAGE va traiter d'énormément de choses à côté de la quantité. Milieu humide, biodiversité, etc. Alors, cette commission locale de l'eau, elle va s'appuyer sur des commissions thématiques et géographiques, où là, il y aura non seulement les membres de la commission locale de l'eau, mais tous les acteurs qui voudront s'associer, élus, parties prenantes, associations et grand public. Donc, il y aura beaucoup de communication une fois qu'on aura une base technique solide
beaucoup de communication et d'associations de citoyens pour pouvoir élaborer ce SAGE. Ça ne doit pas se faire uniquement entre des sachants, on va dire, pour avoir des yeux différents et des gens du territoire qui pourront apporter un autre regard. Des groupes d'experts, absolument nécessaires pour avoir une base scientifique et technique hyper voilà, blindée, très, très claire. Et puis, il y a un comité technique qui suit toute la méthode avec les 6 départements et les services de l'État en particulier, les régions, pour suivre toute la méthode et tout préparer pour les commissions locales de l'eau. Elle s'appuie sur un bureau qui est plus limité, qui est l'instance de travail, mais c'est bien la commission locale de l'eau qui va décider à chaque fois des orientations. Ce n'est pas le bureau travail, prépare le terrain pour la commission locale de l'eau. Et comme cette commission locale de l'eau, c'est un parlement, ce n'est pas une entité administrative, elle doit s'appuyer sur quelqu'un qui lui met à dispo les moyens et qu'il n'y a pas de syndicat mixte à cette échelle-là, voilà, ici. Donc, elle s'appuie sur une structure porteuse qui est le département du Gers. On s'est porté candidat pour porter ce SAGE, mais en lien avec les 5 autres départements via des conventions. On n'a pas fait de syndicat mixte, mais des conventions entre nous et avec les EPCI qui le désiraient. Donc, quasiment tous sont conventionnés pour donner les moyens financiers à la commission locale de l'eau, c'est-à-dire l'animation et toutes les études qui vont devoir être faites par la suite. Dernier point, là, vous avez des petites limites sur là-dessus, qui sont les futures commissions géographiques qui ont été actées d'ailleurs. Elles ont le découpage des structures syndicats de rivière ou GEMAPI, pour être plus précis, à peu près, peu ou prou. On est dans une logique hydrographique. Et ces commissions géographiques seront présidées par les présidents des structures GEMAPI, mais avec l'ensemble des acteurs et de tous les domaines de l'eau. Voilà. Donc, vous serez associés largement. Enfin, nous, on va récupérer toutes les adresses, puis on communiquera largement en s'appuyant, par exemple, sur le CPIE, de la même façon qu'on a relayé les informations là. Pour associer tout le monde, toutes les personnes qui le désirent sur ces commissions thématiques ou géographiques. Une fois qu'on aura une base stable technique, c'est-à-dire dans 6 mois à peu près. Voilà, j'ai été très rapidement. Alors, si vous voulez plus de détails, il y a un site internet. Vous avez le lien ici. Vous pouvez nous envoyer des mails à sageenergie@gers.fr. Il y a un Facebook, un Twitter qui n'est pas super actif pour l'instant, mais ça devrait venir. Mais je vous invite à aller sur le site internet où vous aurez tous les documents du SAGE, les compositions, tous les documents réglementaires y sont. On essaye de l'alimenter au fur et à mesure. Il y aura un concours photo cet été pour commencer à faire connaître un peu la démarche au grand public en juillet. Donc, on compte sur vous pour relayer. Et puis après, à partir de septembre, on rentrera vraiment dans le dur avec la phase d'état des lieux techniques qui va démarrer avec un prestataire et la formation de tous les membres de la clé, des formations plutôt voilà, techniques et juridiques. Et ensuite, des commissions géographiques qui commenceront en janvier, février 2022. Voilà, c'est des démarches longues, mais qui servent vraiment au-delà du SAGE en lui-même. C'est tous ces temps d'échange et de croiser les regards et les filtres de chacun dans ce Parlement de l'eau qui va servir et pouvoir faire bouger les choses quand on voit les prévisions que nous a données Madame Françoise Goulard juste avant. Si on veut continuer à faire vivre notre économie, avoir de la population dans le Gers, continuer à être présent et ne pas se retrouver avec tout le monde qui migre vers les grandes villes et vers la côte, se baigner où il se fera frais. Voilà, j'en ai fini en ce qui me concerne. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Liron, pour votre présentation. Du coup, voilà, Dalila a mis le lien vers le site internet dans la discussion. Il y a déjà une question qui a été posée. Je laisse Dalila vous la transmettre.
Alors, voilà la première question donc, de M. Fitter. Le Gers est-il en retard par rapport aux autres départements d'Occitanie pour ralentir l'écoulement de l'eau sur nos terres via les haies ou talus et la conserver dans nos sols ou les nappes? Alors, en retard ou pas, je ne sais pas vous dire, Monsieur Fitter. Il y a eu, pour l'instant, l'état des lieux n'est pas fait, donc je ne pourrais pas vous répondre maintenant. Il y a un souci, on sait qu'il y a un souci d'érosion des sols, hein, qui est lié vraiment à notre géographie. On sait que c'est un des axes de travail. Ça va être un des axes forts et les chambres consulaires en sont conscientes, agricoles en particulier, en sont conscientes et travaillent dessus. Il y a des travaux qui se mettent en place. C'est un des gros axes, par exemple, on a le PNR Astara qui est en émergence. Un des gros axes de ce PNR, s'il venait à être retenu sur toutes les têtes de bassin versant, ce serait justement cette couverture agricole. Des démarches sont en train de se mettre en place partout. Il y a eu un gros changement entre les années 50, c'est clair, et maintenant sur la couverture et sur nos cultures et nos modes de vie. Après, la comparaison aux autres, je pourrais pas vous répondre là. On a des territoires qui sont tout aussi, qui se retrouvent avec des sols nus aussi. Si on prend tout l'amont de la Garonne, il y a un projet de territoire en cours. C'est un des gros axes de travail pour eux aussi, hein. Alors, j'ai peut-être botté en touche, Monsieur Fitter. Je ne sais pas vous dire. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, soit dans le chat, soit si vous voulez prendre la parole. Bon, vous pouvez ouvrir le micro ou lever la main. Alors, on a une question donc, de Madame Truong. Vous avez évoqué le milieu humide. Quelles sont les mesures évoquées? Alors, bonjour Madame Truong. En ce qui concerne les milieux humides, pour l'instant, il y a un gros travail de recensement. Alors, il y a des appels, la REMIP qui a répondu à, je crois, à des appels à projets et la DASEA aussi. Donc, je sais qu'il y a des grosses actions qui sont en cours sur les milieux humides. On a aussi des syndicats de rivières, le SIGRAL par exemple, qui a répondu à un appel à projet. On a beaucoup de choses qui se font pour la préservation des milieux humides, qui commencent à émerger. Le travail du SAGE, ça va être plutôt de collecter tout ce qui existe en données. C'est un de nos axes, d'y arriver à le collecter et surtout de mettre à plat les bases de données qui peuvent exister. Parce que pendant tout un temps, les guides n'étaient pas les mêmes. Enfin bon, bref, on n'y arrive pas à avoir les mêmes données entre les uns et les autres. Collecter tout ça en lien avec un organisme qui s'appelle le Forum des marées. Et à partir de là, peut-être s'orienter vers des inventaires complémentaires, être maître d'ouvrage, pourquoi pas, sur des inventaires complémentaires, mais une fois qu'on aura la connaissance. Et surtout, faire de l'animation auprès des structures, on en a parlé tout à l'heure, liées à l'urbanisme. Pour avoir des couches carto et de la donnée qui soit disponible facilement pour toutes les collectivités et qu'elles puissent les intégrer dans leurs documents d'urbanisme sans avoir à les repayer, voilà, rechercher, enfin que cette donnée soit accessible, claire, facile. Et ça demande aussi de l'animation auprès des élus. C'est ce vers quoi on s'oriente, mais il y a un gros boulot là-dessus, hein. Mais on ne remplacera pas les maîtres d'ouvrage type AREMIP ou ce sera en lien avec AREMIP, ADASEA et tous les maîtres d'ouvrage. On est plutôt sur la collecte de données et éventuellement faire des inventaires complémentaires là où il n'y a pas de maître d'ouvrage. Est-ce que j'ai répondu?
Très bien, merci. Donc, Madame Truong a bien dit que vous aviez répondu, donc c'est tout bon, merci beaucoup. Et du coup, j'ai une question de Cécile Argentin. Donc, les cartographies des cours d'eau sont une menace pour les têtes de bassin et le petit chevelu surtout. Quid des liens entre SAGE et cartographie des cours d'eau avec des règles différentes d'un département à l'autre? Et donc, c'est une question pour Madame Liéron ou Madame Goulard, ou les deux. Je peux faire une première réponse. Alors, les cartographies des cours d'eau, elles sont pilotées, là, on va dire, sur les réglementaires. Je pourrais vous en dire plus, pareil, quand on aura fait l'état des lieux. C'est un des axes forts de l'état des lieux. On a vu que c'est vraiment le petit chevelu qui va être important aussi sur ce SAGE. On a un levier qui est fort là-dessus, hein. On n'est pas que sur des axes réalimentés, 2000 réalimentés et 10 000 au total. Donc, cette cartographie, les différences entre les départements et tout ça, là aussi, moi, je ne suis pas en capacité de vous répondre à ce moment-là. Ça va être toute la phase d'état des lieux qui va pouvoir permettre de voir s'il y a des différences. Et ce sera à la clé de définir des orientations s'il y a des soucis pour le proposer au service de l'État. Je n'ai pas vraiment de réponse complémentaire à donner. En effet, la classification, c'est un aspect réglementaire et donc c'est piloté par les services de l'État, département par département. Donc, je ne connais pas spécifiquement ce qu'il y a derrière la question, s'il y a des interprétations de classification différentes d'un département à l'autre. Mais là, il faut plutôt poser la question au DDT ou à l'ADREAL au niveau régional, quoi. Je ne connais pas. Il reste encore 2 petites minutes ou voilà, un peu plus si besoin. Si vous avez des dernières questions, donc soit Madame Liéron pour sa présentation ou si voilà, vous voulez poser des questions également à Madame Goulard, c'est le moment. Il y en a une autre qui vient d'arriver ou peut-être juste une remarque sur la discussion. Alors, Monsieur Fitter qui nous dit « Seul le consensus pourra faire avancer les choses. Il faudra que tous les acteurs soient prêts à faire des efforts pour trouver des solutions d'intérêt général. » Pour compléter, Monsieur Fitter, c'est vrai qu'un SAGE, c'est une orientation de consensus. Ce qui va être important, c'est comment, par déjà cette connaissance, la connaissance de tous les acteurs, comment chacun va s'approprier dans ses propres compétences et ses propres politiques ce qu'il va pouvoir faire sur lui-même. Et le SAGE, lui, je suis d'accord, on sera sur une solution de consensus qui commence à arriver sur des orientations, puisqu'on est tous, pour le Gers en particulier, là, on sait tous qu'il va falloir maintenant qu'on travaille ensemble si on veut, défendre notre territoire et pouvoir le maintenir. Donc, obligatoirement, le constat est tel et les prévisions sont telles qu'on va être obligatoirement, qu'on va devoir travailler ensemble, chacun avec ses filtres, chacun en défendant sa compétence, mais obligatoirement, on devra travailler ensemble et trouver des solutions à l'issue. Là, on parle vraiment on est à 10 ans ou 20 ans de maintenant sur ce qui va se passer chez nous. Est-ce qu'on aura de l'eau potable? Est-ce qu'on y arrivera à maintenir une agriculture? Laquelle? Est-ce qu'on y arrivera à installer des industries s'il n'y a pas d'eau? Quel milieu naturel on aura? Est-ce qu'on aura de la biodive encore? Comment on fait pour la préserver? Comment on fait pour préserver nos têtes de bassin qui sont encore un peu propres? Et ça va être absolument nécessaire, mais c'est un premier pas et c'est qui commence par la connaissance, ce que disait Madame Goulard, la prise de conscience. Je peux faire un petit complément sur comment on a élaboré le plan d'adaptation et l'idée vraiment c'est la co-construction et c'est intéressant dans la démarche du SAGE, même si ça prend du temps,
que les acteurs soient autour de la table pour partager l'état des connaissances et puis après pour co-construire. Le plan d'adaptation au changement climatique, il a été voté au comité de bassin à l'unanimité moins une voix. Pour dire que si on prend le temps de travailler ensemble, globalement, le compromis, c'est chacun peut faire un pas de côté pour écouter les arguments des uns et des autres. Vraiment, l'idée de la co-construction, c'est peut-être, on a l'impression que ça prend du temps, que c'est de la participation à l'IBI, etc. Mais quand c'est correctement fait, le résultat final est quand même souvent intéressant, vraiment, en termes d'échange et de compréhension des exigences des uns et des autres, et surtout de ce que peut faire le milieu, quoi, ce que peut faire la ressource naturelle. Et ça, je pense que c'est une des leçons. Nous, ça nous a pris 2 ans et puis beaucoup de réunions de travail, mais voilà, ça a été adopté à l'unanimité. Et je crois que c'est un peu, pour connaître le bassin Adour-Garonne depuis quelques années, quelque chose d'assez consensuel, alors que sur des choses de politique de plus court terme, il y a bataille, il y a positions différentes des uns et des autres. Voilà. Alors, on va terminer avec une question sur l'avenir. Comment vous voyez, donc une question pardon, de M. Meillon. Comment voyez-vous l'eau du Gers en 2050 et du coup, après les actions sages? Je vais mettre le joker. Alors, l'eau du Gers, déjà avec de l'eau, on va dire avec tout l'enjeu, là, c'est ce que je disais, l'eau du Gers, on voyait qu'on était, alors c'était quoi le terme moyennement vulnérable. Moyennement vulnérable, mais voilà, Madame Goulard l'a reprécisé, c'est au regard des autres territoires à côté qui n'ont pas de stockage, et on va pouvoir réinterroger cette alimentation par le système NES qui effectivement, avec la baisse de l'enneigement et les fontes précoces, où on devient de plus en plus vulnérable. Enfin bon, après, je ne sais pas par rapport aux autres, mais là, on sent depuis 3 ans que c'est une vulnérabilité qui est de pire en pire. Donc, d'ici 30 ans, j'espère, pour mes enfants, qu'on aura réussi à sauver notre territoire, qu'il y ait du monde, qu'on ait de l'eau et qu'on ait une biodiversité préservée, des milieux humides, et qu'on puisse garder notre activité. C'est tout l'enjeu de cette démarche qui est longue, qui est portée par les élus, voilà, le sujet de l'eau, il n'est pas super évident à aller vers ça, mais c'est une forte volonté parce que c'est absolument nécessaire chez nous, quoi, hein. Territoire rural, on n'a pas de moyens, il va falloir être inventive avec des solutions naturelles, hein. Et c'est plutôt pas mal. Merci, effectivement. Ben, voilà, Monsieur Fitter va avoir le mot de la main, le mot de la fin. Nous commençons en retard, il nous faudra aller vite pour pouvoir rester dans le Gers et continuer à bien y vivre. Serrons-nous les coudes. Merci beaucoup à Madame Liéron et à Madame Goulard pour leurs interventions aujourd'hui, et merci à vous, à tous les participants d'avoir été présents. Donc, pour rappel, les diaporamas des 2 intervenantes et l'enregistrement, donc ça a été, toute la visio a été filmée, donc tous ces documents seront mis sur un dossier dans un Google Drive, donc suite à la visio, alors peut-être pas aujourd'hui, mais d'ici la fin de la semaine, je vous enverrai le lien pour avoir accès à tous ces documents. Vous aurez également accès à l'enregistrement de la première visio si vous n'y avez pas eu accès. Et donc, la prochaine visioconférence qui clôturera ce cycle de visio, donc ça sera le mardi 6 juillet, le matin à 10h. Donc, avec Monsieur Roussel de l'Office français pour la biodiversité qui nous présentera les résultats du diagnostic territorial qu'ils ont mené.
et Madame Lemouzy de la DASEA pour la présentation d'outils de protection de la biodiversité mis en place sur le département et plus spécifiquement la cellule d'assistance technique pour les zones humides. Donc, ça viendra compléter ces 2 premières visios avec une thématique un peu plus axée sur la biodiversité. Si vous avez des questions d'ici là, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter par mail au CPIE, par téléphone. On pourra également faire remonter s'il y a des demandes particulières aux intervenantes. Je vous envoie toutes ces infos sur le Drive d'ici la fin de semaine. Et d'ici là, merci encore à tous pour votre participation et on vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.